Deux têtes fortes, deux visions assumées, une seule mission, comprendre. Ici, pas de consensus forcé, ni de réponse préfabriquée. On questionne, on analyse, on propose. Rémi Villemure et Karima Brick confrontent l'actualité avec intelligence, caractère et conviction. Brick, Villemure, là où les débats d'idées prennent toute la place. Bon vendredi tout le monde. Bonjour Karima. Bonjour Rémi. J'avais pas regardé la température, mais Isabelle Perron, à la fin de l'émission, a dit qu'il ferait beau aujourd'hui, demain, dimanche, lundi, avec des températures estivales du mois de juillet, tu sais, une vraie température. On aime ça! Ah non, mais ça fait du bien, ça fait du bien. Là, parce que c'est 40... l'été, pourquoi pas? Il m'est arrivé quelque chose de bizarre hier. OK, vas-y. Je me suis couché à comme 10h39. Ah mon Dieu, tu t'es couché tôt pour toi? Ouais, quand même. Je me couche à 10h39 et à un moment donné, je me réveille, mais vraiment en forme, là. Tu sais, vraiment en forme. Puis là, je regarde, puis il fait noir. Puis je suis sûr que c'est arrivé à beaucoup de gens dans la vie. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je reviens pas. Tu sais, il est quelle heure? Il était 11h. Oh non! J'avais dormi 20 minutes. Puis j'étais comme, il faut que je me lève. Je suis tellement en forme. Genre, je vais aller courir. Je vais faire ça, aller courir. Imagine-toi, je m'étais levé à 23h. Qu'est-ce que ça aurait donné comme matin aujourd'hui? Une belle nuit de 20 minutes, là. Parle-moi de ça. Aïe. 20 minutes de sommeil. J'espère que tu as pu te rendormir un peu, mais manifestement, oui, parce que tu sembles très en forme ce matin. Ça va être toute une émission, puis on va parler de mégalomanie, justement, là, pour commencer. C'est ça. Je pensais que tu allais me dire, oui, moi, j'ai besoin de 20 minutes, tu vois. Je me suis dit, c'est une bonne façon d'introduire sur ta mégalomanie, narcissisme, que tu n'as pas, que tu n'es pas. Non. Mais c'est-tu un défaut, être mégalomane? Je pense pas que c'est une caractéristique. Non, je pense pas que c'est une qualité nécessairement. Je pense que ça peut avoir des effets bénéfiques à court terme et moyen terme, même dans la vie. Tu as raison, ça peut avoir l'air peut-être, ça peut, parce que tu as des idées en grand, tu vois grand, tu veux faire des choses, ça peut être un moteur. Ensuite, est-ce que c'est une qualité interpersonnelle? Je pense pour les gens autour, à côté de mégalomanes, c'est pas forcément agréable parce que c'est des personnes qui ont des gros égaux, qui se sentent supérieurs, évidemment, à la personne d'en face, en fait, qui se sentent supérieurs face à tout le monde. Certains ont des qualités, oui, certaines, mais d'autres, tu peux être mégalomane puis avoir aucun talent, mais penser que t'es... Pardonne-moi l'expression, mais que t'es hot, là, que t'es vraiment le roi du monde. Mais finalement, t'es juste quelqu'un d'arrogant, puis tu te prends pour je sais pas qui. Tu fais pas grand-chose nécessairement d'un talent dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être mégalomane et ça ne rime pas nécessairement avec grande réussite, mais ceux qui ont des grandes réussites, il y en a une certaine proportion aussi qui sont mégalomanes parce qu'ils ont vu grand. Tu vois un peu? Ouais. Tu sais, regarde, par exemple, Donald Trump. Évidemment, ça nous vient en tête. C'est un gars narcissique. C'est un gars mégalomane. On l'a vu dans sa carrière. Tu sais, sur tous ses projets immobiliers, des choses qui n'avaient pas de bon sens, mais il a fait quand même des choses. Et il se croyait tellement incroyable, surpuissant. Il a quand même réussi à devenir à 2 reprises président des États-Unis. Puis je veux dire, après le premier mandat, il était quand même extrêmement contesté. Il y a eu combien de manœuvres, combien de tentatives aussi pour l'empêcher de se présenter. Donc lui, ça a dû rajouter à son ego et à sa mégalomanie en disant, j'ai la moitié du monde, là, mettons, aux États-Unis. Dans ma main. Non, mais j'ai la moitié des gens qui sont contre moi. Ouais. Et malgré tout, je réussis et je me suis imposée. Et comme tu dis aussi, c'est que ce tempérament-là, il y a un côté destructeur, il y a un côté un peu cet argument, tu sais, je te dirais ce côté-là de supériorité, voire d'autorité, d'être un peu autoritaire, ça peut faire ça. Mais c'est un peu, c'est la mégalomanie style Scarface. Là. On se rappelle dans Scarface quand Tony est en voiture avec son ami Chico, et là Chico lui dit « Qu'est-ce que tu veux, Tony? » Puis il dit « I want the world and everything in it. » Puis ça finit comment pour Tony? Ça finit mal. Puis tu sais, moi j'ai l'impression que la mégalomanie, il fut un temps quand même où, je pense que ça n'a jamais été bien vu, on va être honnête, mais je pense que ça n'a jamais été aussi mal vu qu'aujourd'hui. J'ai vu Napoléon l'autre jour, c'est pas un film qui vient de sortir, mais ça a pris du temps avant que ça sorte sur les plateformes. Puis Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix, c'est donc l'histoire de Napoléon Bonaparte, et on dirait que puisque le réalisateur s'est dit, je fais un film sur Napoléon, mais
tu sais, aujourd'hui, à l'ère contemporaine, je peux pas en faire le personnage grandiose, grandiloquent, tu sais, qui est invincible. Je vais en faire quelqu'un de très, très, très vulnérable, comme si ça passait plus, en fait, de faire le portrait de personnages semblables. Ça a été un peu un flop, cette affaire-là. En tout cas, les échos, là, c'était vraiment quelque chose, là, les gens n'ont pas tellement embarqué là-dedans. Là. Ben, probablement parce que inconsciemment ou consciemment, on se disait, ben là, tu sais, on va quand même voir Napoléon, on veut le voir, tu sais, en gagner des batailles, dominer. Puis là-dedans, ben, c'est un genre de cocu qui se fait complètement runner par sa blonde, qui est sa femme. Il divorce. Et là, tu vois qu'il est plein de défauts, qui est hésitant, qui boite, qui tombe. Puis tu sais, c'est très, très, très synonyme, symptomatique d'une époque où on apprivoise de moins en moins bien la grandeur. Regarde, Elon Musk, qu'on soit pour ou contre, là, c'est un mégalomane. Il y a des gens qui se méfient de lui parce qu'il est mégalomane, mais il fut un temps quand même où on se méfiait un petit peu des mégalomanes, mais on se disait aussi, ça prend quand même un mégalomane pour faire de grandes choses, des grandes choses. Non, Moi, mais... je suis de cette école-là. Ben, regarde, ça revient un peu à ce que je te disais en introduction, c'est que la mégalomanie, quand tu as je pense que ça peut être un propulseur si tu as un talent. T'sais, si tu es talentueux dans quelque chose et en plus tu as ça peut te pousser, justement, tu n'as pas de limite là, dans ta tête. C'est le monde, et pas, dans le cas d'Elon Musk, c'est même pas juste la planète. Ouais, c'est au-dessus. C'est l'espace au complet, l'infini, c'est l'espace-temps, c'est la recherche de toujours de nouveautés, d'innovation. Il y a quand même, on lui doit quand même beaucoup de choses, là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage. Ensuite, est-ce que ça fait de ces individus des personnes détestables? Parce que, comme leur horizon, c'est pas de regarder la personne en face d'eux. Leur horizon, c'est pas l'autre, de s'intéresser à l'autre. Leur horizon est comme entre eux-mêmes et quelque part au-dessus des nuages. Donc, c'est sûr que ça rend les choses peut-être compliquées dans les relations interpersonnelles, mais je pense que, comme je te disais, tu peux être quelqu'un de médiocre et être mégalomane dans ta tête aussi. Tu vois un peu? Fait qu'il y a quand même cet élément-là. Ensuite, je trouve que c'est peut-être... premièrement, peut-être nos gens qui nous écoutent, est-ce que vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Avez-vous une fascination sur ces grands personnages, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient politiques, si on pense à des Donald Trump ou d'autres personnalités, des Elon Musk de ce monde? On peut même penser à des artistes aussi, là, parce qu'il y a des artistes qui se croient aussi les rois du monde. Puis des fois, c'est même pas qu'ils se croient les rois du monde, ils font des choses un peu plus exceptionnelles, disons des choses exceptionnelles, puis on a un regard un peu, on n'aime pas ça, on a l'impression qu'ils se prennent pour qui, tu sais. Ben oui. On en discutait avant l'émission, on discutait de ce sujet-là, puis tu me disais, tu sais, Xavier Dolan, par exemple, là, il y avait quand même une forme de jalousie, parce que lui a un talent quand même exceptionnel, qu'on aime ou pas ses films, il faut lui reconnaître ça. Et puis, il y avait quelque chose, on disait, pour qui il se prend? Souvent, on entendait des critiques un peu sur sa personnalité. Je me rappelle aussi quand Patrick Huard était sorti, puis il disait à une époque... Je veux un Oscar. Je veux un Oscar, puis tout ça. Tu sais, c'est comme... il y avait aussi cette réaction-là. Peut-être qu'au Québec, des fois, on est dans cette société égalitaire. On a du mal avec ce qui dépasse un peu aussi. Oui, mais c'est un gros problème parce que je regrette, mais non seulement ce sont les gens qui ont des idées de grandeur qui font lever la moyenne, souvent, parce que la moyenne, elle augmente quand les standards changent. Quand tu as quelqu'un qui, par exemple, un Xavier Dolan qui dit « Moi, je vais gagner la Palme d'Or à Cannes », il dit ça à 20 ans. Bien, si tu es un jeune cinéaste, tu te dis « Ah ben non, ça va être moi ». Ou s'il la gagne, je vais être content pour lui, mais je vais la vouloir moi aussi. Fait que là, hop, soudainement, la moyenne peut-être au bâton augmente en raison de ça. Ça augmente pas tout seul. Ouais. Ça augmente pas tout seul. Mais où je suis pas d'accord avec toi, c'est que, si on fait référence, par exemple, à Xavier Dolan, es-tu mégalomane? Moi, je le mettrais pas nécessairement dans cette catégorie-là. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est talentueux. Tu peux être confiant de ton talent puis dire, moi, j'ai une vision. Tu as des entrepreneurs. On fait passer pour de la mégalomanie du talent, du travail, du leadership. Je pense que ça peut être quelque chose d'extrêmement positif. La mégalomanie, je la vois pas nécessairement comme quelque chose de positif parce que c'est une illusion que tu as aussi sur toi-même. Pas forcément. Pas forcément. Tu peux avoir une illusion sur toi que tu es le roi du monde. Oui, mais pas forcément, dans le sens que tu peux aussi avoir une juste idée de ce que tu es et ça se trouve à être grand. Et c'est ça, c'est tombé sur toi. Pourquoi ça... c'est de la mais c'est pas une illusion, alors. Mais c'est pas de la mégalomanie nécessairement, alors. Ben, je pense qu'il y a des vrais mégalomanes puis il y a des faux mégalomanes. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont pris la juste mesure de ce qu'ils étaient. Puis on a Yvan de Montréal qui nous dit, par exemple, Conor McGregor, Michael Jackson, Mohamed Ali, Elvis Presley, Dali,
Pablo, Madonna. Il y a beaucoup de ces gens-là qui sont de grands créateurs, de grands sportifs en soi. Alors, de dire qu'ils sont moins grands que ce qu'ils sont, je veux dire, ça serait se mentir à eux-mêmes et mentir aux autres. Et après, il y a ceux dont tu parlais au début, c'est-à-dire ceux qui se font croire à eux-mêmes qui sont forts, puis ils le sont pas. Puis assez rapidement, je pense que leur route, elle est interrompue. Parce que le réel les rattrape. Oui, il y a ça aussi. Oui, ça, de ce point de vue, je suis d'accord avec toi. Puis ensuite, sur le narcissisme, est-ce que c'est indissociable? Ça, c'est une autre question. Parce que quelque part, faut quand même que tu aies une image de toi extrêmement élevée pour te dire, OK, je vais surmonter tels obstacles parce que je suis le meilleur. C'est sûr que ça prend une petite dose de narcissisme. Fait que toi, tu fais le lien entre narcissisme et mégalomanie. On va demander à Jean Poitras, qui est professeur titulaire de gestion de conflits à HEC Montréal. Il a écrit un texte fascinant dans la revue L'Actualité. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir. Mégalomanie, narcissisme, est-ce que l'un va sans l'autre ou ne va pas sans l'autre? Ben, je me suis permis un peu d'écouter votre conversation avant d'arriver. Puis, je vous dirais que vous avez un bon point, là. Être ambitieux, c'est pas nécessairement être mégalomane. Donc, il y a des gens qui vont réaliser des grandes choses. Ça ne veut pas dire que c'est des mégalomanes. Le fond narcissique est toujours présent un peu chez le mégalomane. Ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est qu'un mégalomane, c'est un pattern d'action. C'est une manière de réagir, de voir le monde. Puis quand je l'enseigne dans mes cours, on va pas nécessairement, on va parler de mégalomane, tout de suite les gens vont penser au sud de la frontière, il y en a un qui de ce temps-ci fait pas beaucoup parler de lui. Mais ça peut être un entrepreneur qui part une entreprise, il y a un échec, il apprend pas de son échec, il repart une autre entreprise de plus. Puis finalement, il se ramasse dans une situation il court d'échec en échec. Donc, ce qu'il faut comprendre dans le pattern mégalomane, si vous me permettez, c'est qu'un mégalomane, c'est quelqu'un de narcissique qui a décidé de se prouver en faisant des projets grandioses. Donc, il va faire des projets grandioses pour prouver sa valeur. Et ce qui va faire sa différence, c'est trois grandes choses. La première, c'est qu'il va toujours choisir des projets pour l'effet wow et pas nécessairement pour l'effet réaliste du projet. Donc, il va toujours choisir des projets qui risquent de créer un effet « wow, c'est fantastique ce que je veux faire ». Prenons quelqu'un qui veut partir un restaurant, mais il va tout de suite se dire « moi, je vais créer un restaurant puis je vais avoir des étoiles Michelin en partant ». Okay? Donc, il va viser très haut. Alors qu'une personne peut avoir beaucoup d'ambition, mais il va choisir quelque chose qui est réaliste. Donc, il y a l'aspect irréaliste dans le projet du mégalomane qui va souvent apparaître. Mais en même temps, les étoiles Michelin, c'est réaliste, là, ça existe. C'est réaliste, oui, mais regardez, si moi j'ai déjà œuvré dans la restauration, j'ai eu quelques restaurants, peut-être j'ai eu des échecs, mais j'ai appris des échecs, j'ai de l'expérience, c'est réaliste. Mais le mégalomane, ça va être quelqu'un qui va arriver, qui n'a jamais travaillé dans la restauration, et soudainement, lui, il a la recette, puis il va avoir l'étoile Michelin juste parce qu'il est merveilleux. Il est convaincu que sa seule personnalité va lui donner des succès. Un peu comme si on se souvient un peu de Trump qui disait qu'en 24 heures, il allait régler toutes les guerres. OK? Parce que juste lui avait une intelligence plus grande que les autres. Donc ça, c'est le choix de projet, mais qui est comme dissocié de la capacité réelle de la personne. La deuxième chose qu'on va voir avec le mégalomane, c'est qu'il va tout mettre son énergie sur le marketing de ses projets plutôt que la logistique de ses projets. OK? On va... Monsieur Villeneuve, vous parliez tantôt de gens qui ont réalisé des grandes choses. Prenons Steve Jobs avec le iPhone. Oui, c'est quelqu'un qui a réalisé quelque chose de fantastique. Il avait des idées de grandeur. Mais si vous lisez un peu sa biographie, c'est quelqu'un qui était vraiment les deux mains dans le projet. Il travaillait sur les détails sans relâche. Le mégalomane ne va pas se soucier des détails. Il va juste faire le marketing et pas s'occuper des détails. Je prends un exemple qu'on a récemment, mais le président américain qui déclare la guerre sans avoir de plan précis. OK? Puis il n'en a pas encore. Il improvise au fur et à mesure. Ben, ça, c'est le type de comportement, de grandeur d'un mégalomane. Puis le troisième élément, c'est de s'entourer de gens incompétents. OK? Le mégalomane ne veut surtout pas partager la gloire du succès s'il y en a une. Donc, il va s'entourer de gens qui vont pas lui porter ombrage. Puis le bonus de ça, c'est que si ça marche pas, ben il peut se retourner de bord et dire que c'est la faute des autres. Donc, quand tu additionnes les trois, tu vois qu'il y a une condition d'échec. Là. Tu choisis des projets qui sont irréalistes, tu te soucies pas des détails pour le réaliser, puis tu t'entoures pas de gens pour le réaliser. Donc, c'est sûr que ça marchera pas. Et là, le pattern, ce que fait le mégalomane, c'est que quand il y a un échec, ben pour réparer son échec, il va choisir un autre projet le plus rapidement possible, sans apprendre de ses erreurs.
puis souvent un projet encore plus ambitieux pour essayer d'effacer un peu son échec. C'est là qu'il va courir d'échec en échec. Très intéressant. Donc, en fait, la mégalomanie, est-ce que c'est une pathologie? Oui, on peut dire. C'est une forme de narcissisme. Puis comme je vous l'ai mentionné, là, on voit les leaders politiques ou leaders administratifs dans le monde des affaires, mais quand j'en parle dans mes cours, il y a des gens qui viennent me voir à la fin et me disent, moi, j'ai des parents mégalomanes là, qui s'achètent des maisons après maisons, qui sont pas capables de payer, puis ils se ramassent en faillite parce qu'ils sont pas capables d'apprendre de leurs erreurs, puis ils veulent toujours prouver qu'ils ont plus que ce qu'ils ont vraiment. Mais on disait au début qu'on a toujours été méfiant envers les mégalomanes. Moi, j'estime, c'est pas très scientifique, là, mais c'est à l'œil qu'on est de plus en plus... On voit peut-être de moins en moins les qualités. Puis je donnais l'exemple du film de Napoléon. Ridley Scott a choisi de montrer quelqu'un de vulnérable, alors qu'il y a 10 ans, on aurait fait un film sur Napoléon, puis on aurait montré le personnage peut-être de façon lisse dans toutes ses qualités. Mais quand même, ça continue quand même de nous fasciner, les mégalomanes. D'ailleurs, c'est là-dessus que porte votre texte. Oui. Est-ce que c'est pas un peu en partie parce que quand un mégalomane arrive dans un groupe, il fait un peu baisser la pression? C'est-à-dire que, mettons qu'il y a un problème à régler, on n'a pas trouvé la solution, puis qu'un mégalomane qui arrive puis il dit « je vais vous le régler, le problème », bien là, pour la majeure partie des gens autour de lui, la pression vient de baisser, puis c'est parce que la pression est sur les épaules du mégalomane maintenant. Oui, vous soulevez la question la plus intéressante, c'est pourquoi on le suit. On voit bien que le pattern est malsain, mais ils réussissent quand même à attirer des gens. Il y a deux choses là, ici. C'est la première, j'appelle ça le réflexe papa-maman. Là. Mais quand les enfants même des enfants qui sont très autonomes, quand ça va mal, ils se retournent puis cherchent papa-maman. OK? Donc, l'être humain est comme ça. Quand ça va mal, on a des difficultés, on se retourne, on cherche un leader qui pourrait nous sauver puis nous apporter une solution. Ça, c'est un réflexe normal. Et l'avantage, si on peut dire l'avantage stratégique du mégalomane, c'est que vu qu'il y a un fond narcissique, c'est un excellent menteur, puis c'est un excellent frimeur. OK? Pour une raison très simple, il se croit. Tu sais, si moi je vous mens, là, ben je le sais un petit peu en dedans de moi que je mens, puis je vais peut-être trahir un peu avec des gestes de nervosité, avec des petits tics nerveux. Mais le mégalomane, son non-verbal va être très convaincant parce que dans sa tête, il ment pas. Dans sa tête, ça va marcher son affaire. Dans sa tête, il est le meilleur, puis il en est convaincu. Puis le fait d'avoir aucun doute lui donne énormément de crédibilité au début. Donc, ces gens-là vont être très charmants au début. Ils vont nous apparaître comme des sauveurs et on va embarquer dans le pattern. Donc, là, on le voit à la fin, l'échec, mais au début, là, tu le vois pas. Tu vois juste quelqu'un qui va brasser les choses, qui est sûr de lui, puis va nous amener des solutions qu'on espère avoir. Mm-hmm. Et il y a un auditeur qui nous dit, rendu là, est-ce que c'est de la maladie mentale quelque part? Parce que la personne, c'est peut-être pas de la mauvaise volonté, c'est vraiment juste elle est un peu dans son univers mental. C'est-tu comme une maladie mentale? Je n'irais pas jusqu'à une maladie mentale, OK? Parce que, dans le fond, c'est un pattern, je n'irais pas trop dans la psychologie, mais même si je suis psychologue, mais c'est un pattern qu'on appelle névrotique, OK? Donc, autrement dit, c'est quelque chose que tu fais pour te prouver toi-même ta valeur, et que ça marche pas, mais au lieu de chercher d'autres solutions, tu répètes. Donc, c'est quelqu'un qui manque de flexibilité. Okay, en général, là, ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui est très mégalomane puis un petit peu mégalomane, parce que je connais bien des gens qui ont j'appelle ça des tendances mégalomanes. Ils vont pas tomber dans le pattern, mais ils vont toujours aller, comme on dit en anglais, go big. Là. Ils vont toujours chercher quelque chose de gros, d'ambitieux. Des fois, ça marche pas, mais ce qui va faire la différence, c'est qu'ils vont apprendre, puis ils vont probablement s'ajuster. Ce qui fait que quelqu'un devient flexible, c'est qu'il répète le pattern en espérant des résultats différents. Et c'est là qu'ils deviennent coincés dans leur pattern. C'est à partir de ce moment-là que ça devient pathologique. Oui, ça devient problématique. Surtout si en plus les gens commencent à embarquer avec eux. Il y a des entreprises qui vont faire faillite là, parce que des gens tombent dans ce pattern-là. Mais on a besoin des mégalomanes, au même titre qu'on a besoin de Dieu. On a besoin de croire. Hein? Non, mais c'est-à-dire que... Tu y tiens, Rémi. Rémi veut ses mégalomanes. Bien sûr que j'en veux. Mais à moins que ça soit pas le bon mot. Parce que moi, dans ma tête, il y avait des bons mégalomanes puis des mauvais mégalomanes. Mais là, je me rends compte, en vous écoutant, Jean Poitras, que mégalomane, ça semble être un défaut. Puis que des gens qui ont des idées de grandeur, comme Steve Jobs... Ambitieux? C'est quoi le mot? C'est quoi le mot? Innovateur, entrepreneur? Entrepreneur, c'est trop vaste.
il y a deux manières de le voir. Je suis en train de dire ambitieux, mais moi, ce que je vais utiliser dans mes cours, c'est je vais appeler ça des mégalomanes travaillés. Okay, on va revenir au narcissique. La plupart des professeurs ont des traits narcissiques. Okay? Pour vouloir te mettre devant une classe, parler devant la classe, être à l'aise, puis avoir le goût d'y aller, ça prend une certaine dose de narcissique. La plupart des gens ont peur de parler en public. Les narcissiques, généralement, n'ont pas peur de parler en public. OK? Mais vous avez probablement connu des professeurs qui restaient humbles en classe, même s'ils parlaient devant les autres. Puis il y en a d'autres qui, moi, j'ai la vérité, puis c'est juste moi qui connais les choses. OK? Donc, tu vois la différence, peut être un trait narcissique travaillé peut être un atout. Pas travaillé, ben c'est un problème. Tu sais, quelqu'un qui a des traits obsessionnels, qui aime le détail, ben écoute, ça prend des gens perfectionnistes. Des gens, par contre, quand ça se passe pas comme ils veulent, ils font une crise de panique. Là, tu deviens inflexible. C'est toujours le niveau de flexibilité qui fait une différence entre un trait qui peut t'aider, j'appelle ça travailler, ou un trait qui devient nuisible parce qu'il t'enferme dans une espèce de logique d'échec, là. Mm-hmm. Et revenons parce que, tu sais, la mégalomanie, en ce moment, on l'associe beaucoup aux leaders politiques. Tu sais, bon, on a parlé de Donald Trump. Il y a eu, certains parlaient de, je sais pas, des Viktor Orban à l'époque en Hongrie. D'autres vont parler comme ça de ces personnalités politiques en ce moment. Je veux qu'on parle de la chute du mégalomane. Vous le mentionnez dans votre article en disant que à terme, là, c'est comme inévitable qu'il y ait une chute puis que ça ne fonctionne pas. C'est quoi le mécanisme qui fait qu'on arrive à un moment donné et que tout s'effondre pour le mégalomane? Bon, ce qui est particulier du mégalomane, c'est que il va attirer des gens alentour de lui qui vont embarquer dans son projet. OK? La question, c'est quand est-ce que les gens vont débarquer du projet? Donc, on l'a parlé tantôt que les gens embarquaient dans le projet parce qu'il y a un besoin, une crainte. Et là, on voit quelqu'un qui, soudainement, nous apparaît comme un sauveur, puis on embarque là-dedans. OK? Mm-hmm. Là, le problème qu'il y a, c'est que le mégalomane va souvent avoir du succès au début. Tu sais, je vais prendre une analogie du sport. Là. Peut-être que plusieurs de vos auditeurs aiment le sport, mais on dit que quand on change un entraîneur, tu as toujours un rebound, un rebond dans l'équipe qui va se mettre à gagner quelques games, puis ça va repartir après. Mais au début, il y a comme le changement, créer un petit quelque chose. Puis donc, le mégalomane, quand il arrive, il se passe des choses intéressantes. Puis là, les gens disent « Ah, tu vois, ça marche ». Et là, les gens s'engagent dans cette espèce de croyance-là. Ils ont voté pour lui, parce qu'on prend l'aspect politique. J'ai voté pour lui, j'ai parlé à mes voisins que je votais pour lui. À un moment donné, ton ego est investi dans le succès du mégalomane. Et même s'il y a des échecs, ben tu vas pas tout de suite, immédiatement retirer ton support. OK? Et parce que c'est la nature humaine, quand tu t'engages dans quelque chose, tu as tendance à rester accroché à ça plutôt que de dire « j'ai commis une erreur ». Et la chute du mégalomane apparaît quand l'accumulation d'échecs est tellement grande qu'on peut plus soutenir l'image, l'appui qu'on donne au mégalomane. Et souvent, il va y avoir une chute qui va être provoquée quand il y a un autre narratif qui apparaît, puis qui permet aux gens de dire, bon, les choses ont changé, je retire mon appui à la personne. Donc, c'est souvent là qu'il va y avoir une chute. Ben, c'est ça. Et j'ai envie simplement de poser cette question-là en lien avec ce que vous dites. Donald Trump, c'est quoi? Ça serait comme le super mégalo? Écoutez, là, c'est dur. En théorie, on l'a pas supposé faire des diagnostics à la télévision. Puis, mais écoutez, non, pas un diagnostic, mais votre observation. Mais si vous suivez l'actualité, là, c'est quand même de notoriété publique qui tombe vraiment dans ce pattern-là. Puis vous voyez qu'il y a des gens qui, malgré tout, continuent de le supporter. Mais vous savez, le mégalomane est très, très agile intellectuellement pour maîtriser l'environnement. Donc, il va museler toutes les critiques. Ou ça que tu le critiques, il y a vous voyez toutes les attaques qu'il fait sur les humoristes qui le ridiculisent. Il s'entoure de gens qui disent comme lui. Donc, le pattern est quand même assez solide. Mais moi, ce qui me donne confiance, c'est qu'à un moment donné, quand l'économie va mal aller, puis que les gens vont dire, il me dit que ça va bien, mais je vois que mon essence coûte plus cher, que je vois que mon épicerie coûte plus cher. Puis là, les gens commencent à dire que probablement il y a des comportements assez erratiques. Ben, moi, je pense que oui, là, mais ça devient de plus en plus évident. Ben là, les conditions commencent à apparaître pour que les gens disent, ben oui, j'ai voté pour lui à l'époque, mais je suis plus sûr aujourd'hui, là.
Merci beaucoup, Jean Poitras. Vous êtes professeur titulaire, psychologue aussi, mais de gestion de conflits à HEC Montréal. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Okay, je suis convaincu. Là, il y a c'est peut-être juste un défaut mégalomane. Par contre, moi, il y a une affaire qui ne changera pas. Je veux juste recommander un film aux auditeurs. Whiplash. Est-ce que tu as déjà vu le film Whiplash? Ça fait longtemps, par exemple. Damien Chazelle. Ouais. Whiplash, là, c'est l'histoire d'un gars qui veut intégrer un orchestre comme batteur. Oui, et il tombe sur un professeur qui est un ancien batteur, c'est le chef de l'orchestre, et cet homme-là est un fou. C'est un fou braque. Et tout au long de l'histoire du film, tu te demandes en fait si la relation est saine entre ce professeur-là qui met vraiment beaucoup de pression, est cruel et humiliant. Et à la fin du film, jusqu'à la toute fin du film, t'en viens à te dire, ben c'est trop. C'est trop. D'ailleurs, ça va faire en sorte que le jeune élève ne deviendra pas batteur, va passer à côté de son rêve. Et à la toute fin du film, tu te rends bien compte que c'est pas ça, en fait. C'est qu'à la base des grands succès, t'as des idées de grandeur. Moi, c'est mon côté. C'est ce que je retiens. Des fois, parce que puis il faut se méfier aussi, parce qu'on vit à l'époque de la bienveillance, de la gentillesse, de l'écoute, de l'empathie. Ce sont toutes des belles affaires. Mais la vérité, c'est que des fois, ça étouffe. Ça peut étouffer la grandeur. Puis quand tu t'empêches de dire quelque chose à quelqu'un parce que ça ne se dit plus, parce que c'est pas bienveillant, c'est pas gentil, c'est pas inclusif, mais peut-être qu'en fait, la personne que tu as devant toi, si tu lui parlais sur ce ton-là, ça l'éveillerait, ça la réveillerait, puis ça la propulserait. Fait que des fois, c'est même mal, en fait, de dire les choses pas comme tu devrais les dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, toi, t'aimes, c'est parce que tu dis ça prend quand même des individus qui sont un peu hors normes, qui fonctionnent pas nécessairement dans l'univers mental de la moyenne pour faire un peu brasser le marécage, là, puis qu'il se passe de quoi, quitte à ce qu'on se trompe, mais créer une sorte de disruption, là, quelque part. Il y a cet élément-là, tu te dis, ben ça prend ça. Puis ben oui, des fois, ça prend des grands fous, mais peut-être des grands fous bienveillants. Hein. Il y a peut-être ça aussi. Je sais pas, ça existe-tu, ça? Les grands fou bienveillant, c'est peut-être ça. Comme nous deux.